Avec Charles L'Huillier, qui est en direct. Alexis Collère, évidemment, qui est le secrétaire général de l'Élysée, comme chacun sait. Je remercie Charles L'Huillier. Le témoignage que vous avez eu de la mère de Samara, qui est Hassiba, est un témoignage édifiant. On va l'entendre en longueur. C'est un témoignage que vous avez eu pour Europe 1 et qu'on va entendre uniquement en radio, si j'ose dire. On ne verra pas la mère de Samara. Mais ce témoignage raconte une France d'aujourd'hui et c'est pourquoi il fait sens. Je vous propose de l'écouter. J'ai parlé avec plusieurs copines de Samara qui me disent madame, Samara elle est coquette, Samara elle s'arrange, Samara elle se maquille un peu, et puis cette jeune fille est voilée. Je vois pas le chose. Ma fille aussi est pratiquante, on l'a traité de couffard. Voilà, on l'a traité de couffard. Couffard, ça veut dire mécréante. C'est une traduction de mécréante. Voilà, ma fille, elle est traitée de mécréante alors que voilà, elle est saine d'esprit. Elle n'a pas. Ils ont peut-être une version de la. Ils ont une version peut-être de la religion qui est différente de la nôtre, mais votre fille s'habille. Voilà, elle s'habille à l'européenne. Enfin, elle est pas voilée. Voilà. Mais un exemple, ma fille, voilà, avait mis une couleur rouge sur ses cheveux. Au bout d'une semaine, elle m'a dit, maman, c'est plus possible. Toute la journée, c'est des rires, c'est des moqueries, des insultes, voilà, c'est ça, c'est des insultes. Oui, c'est des insultes en arabe. C'est des kahba, Ça veut dire quoi? Ça veut dire pute. Voilà, ça veut dire pute. Elle est traitée de pute à longueur de journée. Elle a pris la décision au bout de la fin de la semaine de se reteindre les cheveux en marron alors qu'elle adorait la couleur rouge, mais c'était plus vivable en fait. C'était quelque chose qui choquait alors que pour autant ça choque pas. Moi ça me choque pas. Je suis sa maman. Elle est peut-être jeune fille, mais voilà, elle a le droit de s'exprimer, mais je sais pas si c'est les raisons, mais je tends à aller vers cette de lourds soupçons. Voilà, de lourds soupçons de ça, parce qu'il n'y a pas d'autre raison. Cette élève, elle est en 3e, ma fille elle est en 4e, elle est plus jeune qu'elle, ils ont pas du tout le même cercle d'amis. Enfin, il y a rien qui les relie en fait, mis à part c'est peut-être cette jalousie. Voilà, c'est ça. Charles L'Huillier, donc en direct, il est devant le collège Arthur Rimbaud. Merci d'être avec nous, Charles. Quand est-ce que vous avez eu ce témoignage ? Alors en fait, je l'ai eu hier soir à l'hôpital de la Péronie, c'est ici à 20 minutes de ce collège, et c'est là où est hospitalisée en ce moment Samara, cette jeune fille de 14 ans. Et c'est vrai que j'ai pu rencontrer Christine, la grand-mère donc de Samara, et puis également Hassiba, que vous venez d'entendre, qui est donc la maman de la jeune fille. Bon, ce qui est important de dire, c'est que cette jeune femme qui était dans le coma n'est plus dans le coma aujourd'hui, qu'elle va pouvoir sortir et que ses jours ne sont plus en danger. Voilà, tout à fait. Hassiba, la maman, donc, est allée au chevet de sa fille hier soir. Elle a pu lui parler. Le problème, c'est que, Samara sera auditionnée aujourd'hui et que Samara ne se souvient de rien. Elle est en réalité un peu amnésique par rapport à ce qu'il s'est passé. Donc, on ne sait pas du tout ce que vont donner ces auditions et surtout quelle sera l'issue finalement de cet entretien avec les autorités qu'aura Samara. En tout cas, c'est Hassiba, la maman, qui nous a dit que sa fille était complètement amnésique pour l'instant par rapport à ce qu'il s'est passé devant ce collège mardi dernier. Ce qui est effrayant dans le témoignage de la mère de Samara, c'est que ce harcèlement manifestement existe depuis de nombreuses semaines, qu'il est précis, ce harcèlement, il y a des raisons précises, que l'établissement est mis au courant et que l'établissement ne fait rien. Voilà, alors en réalité, c'est vrai que l'interview de Hassiba est très très explicite à ce sujet. Samara fait partie d'une famille musulmane, c'est vrai, mais une famille qui pratique l'islam de manière modérée et un islam compatible finalement avec les valeurs de la République. Et c'est vrai qu'ici, nous sommes dans un collège qui est situé dans le quartier de la Paillade à Montpellier, quartier extrêmement cosmopolite, parfois un peu en délicatesse avec les questions de laïcité. Et c'est pour cette raison que, en réalité, en toile de fond, c'est de la jalousie entre deux adolescentes, entre une jeune fille de 14 ans, actuellement en garde à vue, qui est jalouse donc de Samara, parce que Samara est coquette, Samara prend soin d'elle, Samara se maquille, Samara met des jupes, et il est vrai que cette jeune fille, actuellement en garde à vue, est une jeune fille de confession musulmane, elle porte le voile qu'elle enlève évidemment lorsqu'elle rentre dans l'enceinte du collège, et c'est vrai que ça a posé problème. Et je me suis entretenu à l'instant avec plusieurs camarades de classe de Samara qui me disent que, évidemment, en toile de fond, c'est de la jalousie, mais il y a quand même
cette question de la laïcité, cette question du voile islamique qui est très présente et qui est une des causes finalement de ce conflit et de ce qui s'est passé finalement mardi. Évidemment, on peut faire le parallèle avec le lycée Maurice Ravel de la semaine dernière, c'est-à-dire que entre ce que dit le gouvernement, ce que dit Madame Belloubet, puisqu'il y a sur le terrain, on voit qu'il y a effectivement un fossé. Je le répète, Madame Belloubet, sa place, ça devrait être devant ce lycée ce matin. C'est là qu'elle devrait être. C'est pas à Paris, elle devrait être présente. Elle n'y est pas. Parce que ces gens-là ne prennent pas la mesure de ce qui se passe dans notre pays. Et ce témoignage est évidemment édifiant. Vous avez pu échanger avec la direction de cet établissement ? Alors pour l'instant la direction ne souhaite pas communiquer, C'est vrai qu'il y a plusieurs médias ici et c'est vrai que pour l'instant la direction ne souhaite pas communiquer. Alors je me suis entretenu avec l'équipe de communication du rectorat qui normalement dans la matinée, dans la journée va peut-être mandater une personne issue de la direction de cet établissement afin de donner une réponse aux médias, parce que c'est vrai que pour l'instant la direction de cet établissement brille par son silence, pardon de le dire de manière aussi explicite. Vous êtes avec Nathan Témine sur place. Je voudrais dire une dernière chose. Et je vous assure, je le dis sans vouloir cibler nos confrères. L'interview que vous aviez faite, vous étiez avec d'autres journalistes. Et personne n'a rapporté, ni dans le Parisien, ni sur d'autres radios, les faits que vous avez entendus, que vous avez rapportés vous et que les autres ne rapportent pas. C'est très important ce que nous disons là. Il y a une auto-censure, parfois pour des bonnes raisons d'ailleurs. Je sais que nos confrères ne souhaitent pas parler de ça. Ça les ennuie. Et là encore, on peut comprendre parce qu'il peut exister des raisons. C'est une sorte de formatage. Mais le document que vous avez, vous n'étiez pas le seul à l'enregistrer. En revanche, vous êtes le seul à le diffuser. Et ça me paraît très important de dire. Restez avec nous, Charles. Je voudrais qu'on voit quand même le sujet de Michael Dos Santos. Et puis on entendra de nouveau la mère et la grand-mère qui ont été interrogées cette fois-ci par les antennes de CNews, par les équipes de CNews. Et puis on pourra écouter également la réaction de la rectrice. Des messages postés sur les réseaux sociaux marquent le début du calvaire de Samara. C'est bon, t'es foutu, je vais te planter. Quelques heures plus tard, un groupe l'attend à la sortie du collège Arthur Rimbaud de Montpellier. Son professeur l'alerte. L'adolescente de 14 ans demande alors à se réfugier dans l'établissement. Sa grand-mère dénonce la réaction du personnel éducatif. Ils l'ont jeté dehors. Il se passe des choses atroces qui sont camouflées par la direction. Est-ce que c'est normal? Non. Alors moi je demande à ce que tout ça cesse. Une fois dehors, Samara est violemment frappée par 3 adolescents. Alors au début ils ont fait une balayette, elle est tombée. Ils l'ont tapée sur une voiture, d'après tous les petits. Et c'était coup de pied dans la tête, comme on voit dans les réseaux sociaux. Suite à cette agression, 3 personnes ont été interpellées. Parmi elles, une mineure de 14 ans qui reconnaît avoir porté des coups. La mère de la victime dit la connaître. Elle l'accuse de faits de harcèlement. Une élève du collège qui voilà, l'année dernière a été exclue 2 jours parce qu'elle avait posté sur les réseaux une photo de ma fille en appelant au viol de ma fille. J'ai peur pour mes enfants, j'ai peur même de les laisser sortir. Et si ma fille s'en sort, je sais même pas si j'oserais même pas la rescolariser, j'ai peur. Le parquet nie avoir été saisi pour des faits de harcèlement. La victime est sortie du coma. Son pronostic vital n'est plus engagé. Je voudrais qu'on écoute la mère de Samara, mais également sa grand-mère qui ont été interrogées par les équipes de CNews. Le point de départ, c'est un acharnement sur ma fille depuis l'année dernière. J'ai ma fille qui est victime depuis l'année dernière d'harcèlement scolaire. Elle est constamment prise à partie par des élèves, une élève en particulier du collège. Et en fait, à chaque fois, on se retrouve où c'est complètement bizuté dans le collège, à l'extérieur du collège. Et là, en fait, hier, ça a été un appel sur les réseaux sociaux avec un hashtag pour venir que tout le monde vienne des collèges aux alentours la frapper et en découdre avec elle. D'après les copines, ça fait 3 ans que ça dure, des harcèlements, toujours des mêmes jeunes. Il y a 1 semaine, elle a été battue. Ils l'ont attrapée, ils l'ont frappée dans le dos, un gars. Elle l'a pas dit à ma fille, elle a rien raconté. Et hier, elle est partie à l'école. Le professeur principal a téléphoné à ma fille pour lui dire qu'il y avait des garçons qui lui en voulaient.
Et ma fille a demandé à ce que ma petite fille reste à l'école, qu'il la garde jusqu'à son retour. Elle a rappelé la vie scolaire en début d'après-midi pour bien leur dire qu'elle venait à la sortie la chercher, et ils l'ont jetée à la fosse aux lions. Il n'y a jamais eu autant de violence. Ça a été un acharnement et pour rien. Ça mérite aucune de violence. Ce sont des enfants, ils devraient même pas être dans cet état d'esprit d'être haineux, d'être. Voilà, je suis dépassée. J'ai l'impression, j'ai peur pour mes enfants. J'ai peur même de les laisser sortir. Et si ma fille s'en sort, je sais même pas si j'oserais même pas la rescolariser. J'ai peur. Bon, vous vous rendez compte de ce qui se passe dans ce pays ? Le déni de la presse, le déni des hommes politiques. Et après, je lis une émission ou un organe de presse qui s'appelle Mediapart, qui fait une enquête sur CNews et qui explique que nous fabriquons la haine. Simplement parce que nous témoignons de la réalité. Vous vous rendez compte de le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui ? Oui, alors... En fait, jamais la France n'a été dans cet état-là depuis de nombreuses années. En tout cas, je voudrais juste qu'on écoute la mère qui interpelle Emmanuel Macron. Je pense que Madame Belloubet, la grand-mère qui interpelle Emmanuel Macron, ce qui m'ennuie, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde va réagir. Vous verrez qu'ils seront à Montpellier. Vous verrez qu'ils sont en train de nous écouter en ce moment et qu'ils prennent la mesure, mais uniquement parce que c'est médiatisé. Écoutons la grand-mère de Saint-Amara. J'aimerais, si M. Macron a la visuelle sur cette vidéo, M. Macron, stop, il faut arrêter. Franchement, il faut stopper tout ça. Vous laissez faire en décadence toutes ces actes de barbarie. Il faut tout stopper, M. Macron. Parce qu'un jour, il y aura une guerre et elle sera entre nous et chez nous. Voilà ce que dit cette femme, ce que disent certains. Alors, elle fabrique la haine aussi, cette femme, en disant cela. Je voudrais juste montrer le tweet de Nicole Belloubet, qui hier a réagi. Voilà, évidemment avec les mots qu'on peut comprendre. Je ne sais pas si on le voit ou pas à l'antenne. Et Sabrina, je vous propose peut-être de réagir puisque vous aviez la parole. Oui, alors déjà, c'est pas la France d'aujourd'hui. Ça fait 20, 30 ans que ça existe. Le coup de tête, balayette, manchette, c'est un pratiquant dans les quartiers. C'est pas nouveau. Les insultes de harkiya, ça veut donc dire pute, ou qahba, qahba, ça veut dire pute, ou harkiya, ça veut dire traître. C'est un normatif linguistique qui existe dans les quartiers depuis 30 ans, donc il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, CNews a la grandeur de pouvoir mettre en lumière les problématiques que vivent ces gamines dans les quartiers, voyez-vous, parce que si on décide de vivre à l'Occident... Je sais qu'Olivier Delacroix avait fait un formidable... C'était sur France 2, il avait parlé des combattantes dans les... Oui, alors il y a également l'Observatoire des idéologies... Je cite Olivier Delacroix parce que je l'avais vu et c'était un excellent documentaire. Également l'Observatoire des idéologies identitaires qui travaille beaucoup sur ce sujet, des jeunes filles qui veulent s'assimiler, qui veulent simplement en fait juste être françaises, vivre à la française, s'habiller à la française. Et bien aujourd'hui, on a une gamine qui a été dans le coma, qui en est sortie, un proviseur qui effectivement l'a jetée dans la fosse aux lions parce que la maman avait demandé à ce que le proviseur garde cet enfant dans l'enceinte de l'école parce qu'il savait qu'il y avait un attroupement depuis la veille de 25 jeunes qui attendaient cette fille. Le proviseur est complice, il a mis en danger cette fille, donc il doit être puni. Et effectivement, la réaction de Madame Belloubet, c'est déjà de le convoquer. Je joue le rôle du modérateur. L'enquête, et il y a une forme de prudence à avoir. Vous dites le professeur est complice. Je ne retiens pas ça sur le terme juridique. Oui, peut-être sur le plan moral. Il n'a quand même pas respecté la recommandation de cette mère. J'entends bien, mais l'enquête, comme toujours, l'enquête devra déterminer les responsabilités des uns et des autres. Donc, je le dis dans ce rôle-là que vous comprenez. Ce qu'il y a de... Terminez, Sabrina. Je voudrais juste... Lorsqu'on parle en permanence du choc d'autorité, ça commence par là. Puisque les parents, visiblement, de ces agresseurs ne font rien, voire même peut-être encouragent ce type de comportement. Si l'État n'est pas présent, eh bien, que peut-il se passer ou que va-t-il se passer ? La réponse de cette dame, nous allons nous organiser nous-mêmes parce qu'ici, ce sera bientôt la guerre. Il y a peut-être trois dimensions. D'abord, Europe 1 nous informe et il était décisif d'avoir cet éclairage, cette information ce matin, parce que sinon, on parle un peu dans le vide. Il y a trois dimensions et c'est un choc fracassant. D'abord, le harcèlement scolaire qui est établi. Il dure donc, dit la grand-mère ou la mère, depuis plus d'1 an.
On a beaucoup évoqué ces dimensions-là sur ce plateau. Il y a deux visions de l'islam qui ne peuvent pas se concilier. Un islam tolérant, qui reste dans la sphère privée, familiale, d'une jeune fille qui vit à l'européenne, à l'occidentale, qui est une jeune fille de son temps, et l'islamisme. Et l'islamisme règle ça à coups de poing, à lynchage. Et la troisième dimension, c'est le pas de vague. Donc sur la même actualité, on a le harcèlement, le choc de deux versions de l'islam et le pas de vague. Et sur le pas de vague, si véritablement il est établi que la famille a demandé que cet élève reste à la vie scolaire pour qu'elle ne soit pas mise en danger, là, il y a un énorme sujet de responsabilité éducative. Mais après, je veux dire, c'est ce qui fait d'un fait divers un fait de société. Il y a tout dans cette séquence. Oui, il y a tout dans cette séquence. Oui. Mais je m'aperçois que ce matin, je vous le répète, ce n'est pas traité comme ça dans l'espace médiatique. Mais ça va l'être. Je vais pas citer mes confrères. Ça va l'être. Mais je vais pas les citer parce que je veux pas me retrouver nous allons voir en permanence. Dans ces cas-là, ils y viennent après coup. Bien sûr, parce qu'ils sont obligés. Oui. On l'a vu sur le lycée Maurice Ravel. On l'a vu. À partir du moment où l'info est, à partir du moment où un seul média donne l'information, forcément, les autres sont obligés de suivre. En l'espace de 10 jours sur Nicole Belloubet, on passe du lycée Maurice Ravel. S'il vous plaît. Au risque de vous contredire un peu, Pascal Praud, moi, je suis frappé de voir les analyses et les constats, Olivier, on est très doué pour les faire. On a compris absolument ce qui est impliqué dans cette tragédie. Mais paradoxalement, je trouve qu'à la fois on surestime une multitude de ponctualités dramatiques. Ça n'est pas la seule agression qui se produit dans l'univers scolaire. Et je trouve anormal que pour ces agressions-là, un préfet se déplace, le recteur se déplace, la ministre tweet. Je trouve que c'est surestimé, ce qui malheureusement bouleverse la France. En revanche, là où on sous-estime la réponse, c'est dans la rapidité de la répression. Moi, je ne me serais pas contenté de faire de la sociologie et de l'analyse. On a identifié les agresseurs. Oui. Et, eh bien, dans un état de droit digne de ce nom, ils seraient déjà passés devant une juridiction. Ils auraient été sérieusement et gravement condamnés et on n'aurait pas eu besoin de cette surabondance officielle pour laisser croire qu'on fait quelque chose. Non. Le rôle politique de Nicole Belloubet, non seulement c'est de réagir, mais effectivement c'est d'aller sur place. C'est bien sûr son rôle. Et ça a été reproché à Pape Ndiaye quand il a reçu trop tardivement les parents victimes dont l'enfant était victime de harcèlement et s'était suicidé. Il n'a jamais été... C'est évidemment leur rôle. Puisque les faits se multiplient. Les faits se multiplient. Lycée Maurice Ravel. Bien sûr, Philippe. Madame Belloubet qui ne reconnaît pas la responsabilité de l'État dans l'assassinat de Samuel Paty, c'est évidemment son rôle. Les ministres n'ont pas allé sur place. Elle était dans le coma, cette jeune fille. Il y a une agression. Elle était dans le coma. Pape Ndiaye n'a pas été mon ministre préféré. Donc la référence, nous sommes d'accord sur sa médiocrité. Philippe, le fait d'aller sur place, c'est prendre la mesure de ce qui se passe. Je sais bien que c'est un signal aussi que tu envoies. C'est pour ça que je pense qu'il faut y aller. Mais alors après, on peut ne pas être d'accord. Mais je pense que c'est une erreur, Pascal. C'est possible que vous ayez raison. On a une multitude de déplacements. Mais on dit pas la même chose. Si je peux vous répondre, il y a des déplacements qui sont utiles et il y a des déplacements qui ne le sont pas. Là, on est au cœur d'un problème d'identité française XXL. On est au cœur de ce qu'est la France aujourd'hui. Ces choses-là n'existaient pas il y a 50 ans. Où on prend la mesure de cela, ou on ne prend pas la mesure de ça. Vous avez des proviseurs, et je ne veux pas leur jeter... En fait, quand je dis que c'est fichu, ce proviseur, il dit « mais je ne peux rien faire ». C'est ce qu'il pense. Il est avec une population qui, effectivement... vit en parallèle d'une autre population. C'est ça qui se passe sans doute dans ces quartiers, au point où on a une sorte de guerre. Et ce proviseur, il a peur qu'il lui arrive la même chose que le proviseur du lycée Maurice Ravel. Ça ne date pas de Montpellier. Mais non, puisque Sabrina dit ça fait 30 ans. Mais je suis bien d'accord avec vous, ça fait 30 ans. J'ai vécu personnellement cette situation, donc je sais pas je parle. Sabrina, ça fait... J'ai 42 ans, tout ça pour vous dire. Lorsque j'étais jeune, ça a commencé comme ça, au collège. Vous portez une mini-jupe, vous mettez un peu de
rouge à lèvres, vous parlez à la française, vous ne parlez pas en wesh-wesh, vous ne portez pas de jogging Lacoste, vous n'adoptez pas leurs codes sociaux, eh bien, vous êtes marginalisés, on vous insulte, coup de tête, balayette, manchette, on vous tire les cheveux, et j'en passe et des meilleurs. Donc, je connais parfaitement cette situation, et je suis désolée, Philippe. L'état de droit, vous qui parlez tout le temps de l'état de droit, il doit précisément agir. C'est une fille qui est quand même qui a été dans le coma parce qu'elle s'habille à l'européenne. Mais est-ce qu'on se rend compte du pays dans lequel on vit aujourd'hui? C'est une abomination. Philippe, je vous interromps 2 secondes parce que on est en train de bouleverser un peu l'architecture traditionnelle de notre émission. Je suis pas sûr que nous passions une page de publicité. En revanche, nous devons passer le témoin à notre ami Thomas Hill. Oui. Thomas Hill, bonjour. Bonjour Pascal. Merci d'être avec nous. Je sais pas si on le voit, Thomas. L'actualité est importante.